ces godasses. Une godasse à un pied et l'autre godasse peut-être parce que la vrille avait retourné le corps ou parce qu'elle l'avait déjà paumé. Une pompe toute seule, avec des semelles en bois. Le dessous de la plante des pieds, le bois légèrement fendillé pour que ça puisse plier. Exactement les semelles que j'avais vues quelque part, que j'avais vues partout peut-être. Des semelles qui faisaient un raffut du diable, soit la nuit dans l'atelier quand il y avait les alertes et qu'il fallait se mettre à cavaler. On aurait dit des petits marteaux piqueurs. Un caquettement. Les semelles de bois de Nénette. Et je pensais pas fortuitement à Nénette. Par les semelles de bois, je venais d'y arriver, mais la fille, elle avait un peu la gueule de Nénette. Peut-être pas les yeux que je pouvais à peine voir. Le nez, en réfléchissant bien, n'était pas celui de Nénette. Le val du visage, du menton. Disons d'une oreille à l'autre, c'était sans doute le dessin de la mâchoire de Nénette. Mais la bouche, avec le rictus, ça c'était vraiment la bouche de Nénette. Nénette, elle était plus jeune que moi. Elle devait avoir 2 ans de moins. J'avais été surpris en la rencontrant. Elle habitait à Saint-Cloud. C'est quand j'allais gratter à Beson. J'avais fini ma bicyclette et je prenais le dur. Elle habitait rue Royale. J'avais pas remarqué que on prenait toujours le même train. Et puis un jour, c'est le bruit de ses pas. Elle avait un pas particulier parce qu'elle était vraiment toute petite. Peut-être 1,40 m. D'abord parce qu'elle était encore jeune, mais aussi parce qu'elle était petite de taille. Et elle avait des semelles de bois. Toutes les femmes avaient des semelles de bois chez moi, mais les semelles de bois de Nénette, je ne sais pas pourquoi, elles faisaient un raffut terrible. Et je ne m'étais pas rendu compte donc qu'on prenait le même train, mais un jour après l'autre, et 8 jours après 8 jours, à chaque fois que j'attaquais la rue Royale, sans m'en rendre compte, il devait y avoir un repère là. C'était plus un mot, c'était un bruit. Il y avait d'ailleurs aussi des bruits qui me rentraient comme ça et qui comme les mots, tournaient pendant des heures, des jours. Quelquefois la nuit, c'était un bruit que je rêvais. C'est-à-dire que je me rappelle très bien d'un de mes rêves. Je marchais dans ce qu'il est convenu d'appeler une plaine, mais une plaine très grande. Sans doute la plaine qu'on avait traversée en arrivant près de la Loire, dans la petite camionnette où il y avait les dingues, juste avant la nuit, par les toutes petites fenêtres, petit Judas qui était percé sur le côté de, disons, ce fourgon cellulaire. Je regardais et je voyais la plaine qui passait pas très vite, qui commençait très loin devant, à l'avant de la camionnette et qui se terminait encore plus loin derrière nous. Alors j'avais rêvé, des mois après, que je marchais dans une plaine où il n'y avait pas d'arbres, où on avait coupé les blés, et c'était certainement très précis, car les blés avaient été coupés, je crois, quand on roulait dans la camionnette. En fait, donc, c'était une plaine fauchée, complètement fauchée. Immense derrière, immense devant, et immense de tous côtés. Je marchais dans un silence, non pas qu'une mouche, mais qu'une sauterelle aurait affolé. Et j'en finissais pas de marcher, dans le silence. Mon rêve, j'avais eu la sensation qu'il avait duré les 8 heures de nuit que j'avais eues. Il n'a peut-être duré que quelques secondes, mais c'était un grand rêve, un long rêve, dans une longue plaine, avec un plus long silence. Et au milieu de la plaine, alors que c'était peut-être au tiers ou au quart de la plaine, puisqu'il n'y avait pas de commencement et pas de fin, au milieu de la plaine, alors que j'avais marché depuis tellement longtemps, je m'étais arrêté, et c'est à ce moment-là que j'avais entendu un clac, 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 clac.
Le premier claque un peu plus sec que le second, comme quelqu'un qui aurait boité. Et en montant dans la rue Royale, le matin suivant ou quelques matins après, parce que j'étais sans doute un peu en avance, je n'avais pas retrouvé le clac-clac. Et c'est comme ça que je me suis aperçu qu'il manquait dans la rue Royale un point de repère. Point de repère important, capital pour moi, comme tous les points de repère que je pouvais avoir et que sans doute vous avez aussi. Et j'ai trouvé que, en arrivant à la gare, parce que j'étais en avance, je n'avais pas ramarré le clac-clac. Le lendemain matin, je suis parti à la même heure. Je me suis trouvé en bas de la rue Royale, à la minute pétante. J'ai commencé à grimper et j'ai retrouvé le clac-clac. Un petit clac-clac et un autre un peu moins sec. Puis dans le train, quand je suis monté, sur le sol c'était du ciment rose, un peu brillant comme dans le métro. J'ai entendu le clac-clac qui montait, les portes qui se fermaient. Alors j'ai regardé autour de moi, les pieds. J'ai vu des tas de pattes de femmes. Je me suis demandé quelle était celle qui faisait ce bruit. Le lendemain matin, j'ai recommencé. Et je me suis approché de celle qui faisait ce bruit-là. Il y en avait pourtant d'autres, mais c'était celui-là, très précis. Alors dans le train, je me suis rapproché un petit peu d'elle. Et c'est tout ce que j'ai fait ce jour-là. Le lendemain, je me suis rapproché davantage jusqu'à ce que 2, 3 jours après, 4 jours après, non pas je l'aborde, mais je lui souris. Alors elle m'avait répondu avec ce sourire, les lèvres, pas comme la vrille qui les tordait sur le côté, mais un sourire, disons, lui aussi quand même tordu. Alors on s'est souri pendant quelques semaines, et moi je souriais à ses talons quand elle marchait. Elle était si petite que de dos on aurait dit une gosse de, je sais pas moi, 10 ans, 12 ans. Mais elle était déjà une toute petite femme, avec des petits nichons. Elle se foutait un peu de rouge sur les lèvres. Et puis, c'était la mode. Les filles se mettaient du rose sur les joues. Une petite tête bouclée, dégageant les oreilles, avec un gros peigne derrière. Des toutes petites oreilles, comme ses petits yeux, son petit nez, sa toute petite bouche. Enfin, petite comme elle était. Et pour compléter le tableau, elle avait une valise. J'en ai jamais vu de si petite. Il devait rentrer là-dedans une gamelle pour des poupées. On est venu à parler. Je ne sais plus comment, mais on est venu à parler. Les points de contact, c'était... Moi, je suis de Boulogne, moi, je suis de Saint-Cloud. Moi, j'habite à la Chaussée, moi, j'habite rue Royale. Moi, je descends là et moi, je descends ailleurs. Et sans le vouloir, sans vraiment l'avoir cherché, un soir, je me suis mis à faire le poireau dans la rue Royale. C'était un de mes rôles, un de mes cirques. J'aimais bien attendre une fille qui ne venait pas. Et je m'arrangeais pour qu'elle ne vienne pas. Je me mettais 5 mètres avant ou 5 mètres après le croisement, après le tournant de la rue. Ou bien alors j'attendais 1 heure avant ou 1 heure après. J'étais rempli d'avoir attendu. Ou bien je restais transit froid, ou bien mouillé jusqu'aux os. Je traversais le pont de Saint-Cloud en sentant dans mon cœur une chaleur énorme. Ma poitrine vibrait. C'était infiniment plus bouillant et plus palpitant que si j'avais tenu la fille dans mes bras. Il m'arrivait de temps en temps, à côté de chez Piloufas, enfin pas très loin, il y avait un bistrot, ça s'appelait le Samba. Et
le dimanche soir, il faisait venir un orchestre qui, jusqu'à 10 heures, jouait les airs en vogue. Puis il y avait quelques chleux, là, qui réclamaient des chansons. Aïe aïe ou bien, je sais pas quelle autre connerie. Alors moi, je restais plus souvent dehors. Je choisissais dans toutes les filles qui étaient venues là, un peu pour faire le tapin, un peu pour faire des touches. Je choisissais la poulette en question qui me convenait. Quelquefois, je rentrais dans le samba, j'allais directement aux chiottes. Je passais en disant je vais téléphoner. J'avais jamais téléphoné. Je savais même pas comment on faisait. Alors je descendais dans les chiottes. Quelquefois, je me branlais en pensant à la fille qui était là-haut à Tsil, et jambes croisées à sa table devant son petit godet. Assez souvent, c'était un Vichy citron ou bien un Vichy grenadine. Alors c'était jaune ou rose. Et je me branlais à la mémoire ou à la chandelle, comme je disais. Et de la grenadine et de la bouche qu'allait avaler la grenadine. Puis je ressortais sans jeter un coup d'œil à la fille, sans rien, directement chez moi. Mais avant d'arriver chez moi, je me foutais à un coin de rue. Et je jouais le grand rôle. Elle habitait par là. Elle allait sortir dans 5 minutes. J'avais le rencard des rencards. On allait se bécoter, on allait frotter. On allait essayer de se toucher. Et puis, dans la position inconfortable contre une balustrade, j'allais essayer de lui mettre. Alors, de temps en temps, ça se terminait le long d'une balustrade. La balustrade, c'était la cocotte. Je sortais ma queue, puis je compliquais les choses, je la frottais un peu, en redoutant de me foutre une écharde et en demandant qu'il y en ait une. Une fois, j'ai trouvé un nœud qui avait sauté. Alors j'ai passé ma queue là-dedans. Puis j'ai essayé d'agiter les reins. Seulement, le nœud, il était plus gros que la queue. Quand la queue s'est mise à grossir, le nœud, il était trop petit. Ça s'est mis à me faire mal, alors j'ai débandé. Je me suis pas touché, j'ai pas fini ça jusqu'au bout. Puis j'étais rentré chez moi. Alors, disons que de cette façon-là, j'avais la période des grands rencards. J'ai eu comme ça une aventure, pas du tout passionnante, mais ça a été peut-être la grosse aventure. Je me suis mis à suivre une fille qui sortait du samba vers 10 heures le soir, qui m'avait repéré. C'était pas difficile à me repérer. Chaque fois mon petit manège, et puis après je restais dehors. Je me collais là, il y avait de la buée. Au fur et à mesure que les mecs rentraient, s'agitaient à l'intérieur, n'avaient pas le droit de danser. Alors je suppose que parce qu'il n'avait pas le droit de danser, il se fait davantage. Il se fait une sorte de colère, avec des frites qui broyaient, qui prenaient leur cuite, qui fumaient comme des pompiers, puis des gars qui rentraient furtifs et qui ramassaient les clopes. Puis une fois, un gars qui ramassait un clope et un fritz qui a posé sa grosse botte sur la pogne, puis qui s'est mis à rigoler, puis qui l'a retiré. Et un soir, alors que j'étais arrivé sur le coup de 8 heures, il y avait tellement de bœufs à l'intérieur du troquet qu'on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait, quoi. On voyait la lumière, on voyait des ombres. On pouvait discerner les couleurs, mais ça n'allait pas plus loin. Mais tout le monde avait son repère et toutes les filles pratiquement toujours la même table, avec les frites qui changeaient. C'était jamais les mêmes. Tout le monde était comme figé, prêt à se mettre en route pour la grande scène. Je me suis approché de la vitre et Tintin, ne pouvait pas voir. J'ai deviné. J'ai deviné où elle était, c'était facile. Et au moment où je regardais quand même à travers l'opacité, je croyais qu'en m'approchant de très très près, je saisirais un tout petit trou, une de ces gouttes qui se mettait brusquement à couler, qui tenait lieu de Judas. Il y a une toute petite main qui est venue et qui a donné un petit coup d'essuie-glace. La main, c'était la fille. Et la fille qui souriait, qui me souriait pas, mais qui souriait parce qu'elle avait fait ce geste-là. Ou qui peut-être me cherchait, qui comme moi, voyait à travers l'opacité quelqu'un qui regardait. Elle est allée se rasseoir. Elle a attendu jusqu'à 10 heures. Quelques types étaient venus pour la charrier,
lui demander du feu ou toucher un peu son sac. Et puis pas. Alors elle est sortie à 10 heures, comme d'habitude. Elle s'est mise en route. Elle a pris ce qu'on appelait le petit boulevard. C'était une vague rue qu'on se refusait à dépaver. Une rue avec des trous énormes dedans. Tout le monde se cassait la gueule. Les gens évitaient de la prendre. Elle l'a pris. Je lui ai laissé prendre 10 mètres, 15 mètres. Et jamais je ralentissais, jamais j'accélérais, si ce n'était pour ralentir quand elle ralentissait ou accélérer quand elle accélérait. Pendant 2-3 soirs, elle s'est pas retournée. Il y avait un bec de gaz une fois tous les 50 mètres. Moi, je préparais absolument rien. Pas de scène, pas de parole, pas de phrase. Je refusais d'enfiler le froc que la mère m'avait acheté, avec une petite veste un petit blouson qui m'arrivait un peu au-dessus des fesses, un blouson en suédine, vert foncé, un peu vert olive. J'en avais horreur parce que le vert, à cette époque-là, je l'aimais pas. Alors j'étais venu en bleu, comme presque toutes les fois, mais en bleu très propre, et surtout bien peigné, les mains dans les poches. Le petit manège, il a duré le temps, ça devait durer, sans qu'elle se retourne. Tous les jours, ça changeait. Elle se ralentissait de plus en plus, ou elle accélérait de plus en plus, ou de moins en moins. Et un soir, elle s'est retournée. Elle s'est retournée, puis elle s'est arrêtée. Je me suis retourné, je me suis arrêté. Quand j'ai entendu qu'elle remarchait, j'ai remarché. Elle avait pris l'autre direction. Le lendemain soir, j'ai passé une nuit et une journée entière à me dire non pas que j'avais été con, mais que j'avais pas fait ce qu'il fallait faire jusqu'au bout. Qu'il fallait que je la baisse, qu'il fallait que je la touche. Je suis revenu, je me suis replacé là au samba. Elle était revenue. Elle a répété. S'est rebarrée dans la rue, elle a marché, d'un pas très lent. Puis elle m'a montré où elle demeurait. Il y avait que des vieilles maisons dans le coin, maximum 1 étage ou 2 étages. Le plat tombait, alors dans la nuit on voyait de temps en temps une tache blanche. Elle est rentrée chez elle, elle a fermé la porte tout doucement. Je me suis écarté de là. Je l'ai entendu qui montait. Une petite lumière qui s'est éclairée, tout en haut. Puis ensuite ça s'est éteint. Je suis revenu vers la porte. Je me suis mis à bécoter la porte. Puis je me suis baissé vers le bouton de porte. Puis j'ai passé ma langue. C'était frais. Je suis rentré chez moi. Ça a duré, là encore, quelque temps. Puis alors j'ai compliqué les choses. Je la suivais. Puis lentement, je me détachais. Je me mettais à la suivre dans une autre rue. Il n'y avait plus personne devant moi, mais je la suivais. Je me rapprochais d'elle. Je lui tapais pas sur l'épaule, elle se retournait. Sans histoire, sans complication, elle me tendait ses lèvres, alors je la prenais. À ce moment-là, je me prenais, moi, je croisais mes bras. Mes mains dans le dos, c'était ses mains. Je lui roulais un énorme patin qui n'en finissait plus. Je me mettais à bander et je la remuais, je me remuais. Puis je crachotais. Alors pour revenir à Nanette, avec elle, ça a été un autre cirque. Je l'ai jamais fait marronner, siphonner. Je l'attendais quand j'avais quelques secondes d'avance. Et puis elle, je crois qu'elle attendait aussi dans son couloir. Je devais avoir un pas particulier, un peu traînant. C'était pas la période où j'avais un corps. À ce moment-là, j'étais en bois, la planche. Et elle sortait, précisément quand moi j'arrivais à la hauteur de sa porte. Elle marchait, elle me parlait, moi j'écoutais. On faisait notre petit bout de voyage ensemble. De temps en temps, quand il y avait du monde. Surtout le soir, on avait décidé qu'on attendrait. Moi, en venant de Besançon, je changeais à Bécon. Puis elle travaillait à Bécon. Je crois que c'est là qu'il y avait Kléber.
les pneus. Je me suis rendu compte d'ailleurs qu'elle sentait un peu la résine, un peu le caoutchouc. Elle avait les ongles dans un état effroyable. Je crois que si elle vit encore maintenant, elle n'a jamais pu réussir à décaper ça. C'était brûlé, tout noir. On aurait dit que ses pattes allaient rentrer dans du feu. J'ai jamais compris comment elle faisait pour être comme ça. Une fois même, j'ai dit, tu t'aurais foutu des gants. Parce que j'avais aussi mes idées là-dessus. Je m'attachais quelquefois aux esgourdes, quelquefois aux mollets ou aux chevilles ou à l'allure d'un mec. C'était important, mais rien n'avait d'importance comme les mains. Des mains devaient être pour moi soignées, je ne le formulais pas. Mais qu'on gratte dans la merde, dans l'essence ou dans du cambouis, on devait se soigner les mains. C'était une série d'engueulades, mais alors qui a duré des mois. Et même encore maintenant, quand je revois le vieux, mon vieux, c'est plus fort que lui, il faut qu'il jette un coup d'œil sur mes mains quand je suis en train de bouffer. Bon, j'ai jamais pu prendre la bidoche à pleine peigne, et l'os, ça je l'ai déjà dit, je peux pas le sentir. Je peux pas voir les pattes grasses. Alors ça l'énervait, bien sûr. J'avais des mains de gonzesse, disait-il, mais quand je me suis mis à gratter, pousser les chariots, c'était rien. Mais après, plus tard, quand il fallait que je fasse des saignées dans le béton, quand il fallait démonter des moteurs qui s'étaient mis à brûler ou qui avaient légèrement coulé, il y avait de la graisse noire là-dedans. Le vernis qu'entourait l'induit s'était mis à légèrement fondre. Alors on sortait ces peugnes en sortant le moteur. Et ben ça ressemblait aux peugnes de Nénette. Le marin, lui, qui de temps en temps grattait, s'en foutait, il revenait le lendemain avec le même paluche et elle ne redevenait propre ses mains que quand il n'y avait plus de moteur. Alors il fallait attendre 15 jours. Moi, c'était insupportable. J'avais nettoyé mon moteur, en même temps je nettoyais mes mains. Peut-être même avant de nettoyer le moteur, je me nettoyais les mains, quitte à les avoir aussi dégueulasses 2 minutes après. Et quand je rentrais chez moi, j'avais ce grand besoin que la grand-mère avait fini par piger. Il y avait toujours une casserole d'eau chaude. Et quand elle m'entendait arriver, soit le soir, soit le matin, quand je faisais l'équipe ou pas, elle versait la grande casserole d'eau chaude dans la cuvette en émail. Elle faisait tomber un petit peu d'eau dessus, mais que ça reste encore chaud, de manière à ce que mes mains se gonflent et se dégonflent. Et je frottais avec du savon noir, avec des cristaux. Je décapais, j'avais mes mains propres pour le soir, propres pour la nuit. Le lendemain matin, je les ressalissais. Alors les mains de Nénette, c'était 1000 pneus qu'on aurait fait fondre dans une marmite pleine de merde, de cambouis, de ciment, de vieux jus de marmite qui auraient moisi pendant des années. Infernal. Si au début, les petites godasses qui faisaient clac-clac m'avaient fait dresser l'oreille, m'avaient amené à la rencontrer. Si sa gueule un peu tordue quand elle souriait, qu'elle disait bonjour le matin ou quand on se disait au revoir le soir, ça m'avait légèrement perturbé. Si sa toute petite valise avait quelque chose de comique et en même temps, j'oserais dire, de très déchirant. Parce que la gamelle, comme j'ai dit, c'était une gamelle pour une poupée. Elle était si mince, elle, que bientôt elle pourrait se passer de la gamelle à poupée. Mais alors les punks, ça c'était pas possible. Alors j'ai fini par... j'ai attendu, j'ai pas dit ça tout de suite. Quelquefois elle tenait les dossiers des sièges du train. Alors je posais ma main tout de suite sur elle. Elle se méprenait sans doute. Je la posais parce que moi je voulais pas la voir. Je voulais pas voir ça. Je me serais caché les yeux. J'étais content de la voir le matin, surtout l'hiver, parce qu'il faisait noir. Dès qu'on arrivait dans le train, je lui disais, il fait froid, faut mettre les mains dans les poches. Alors elle mettait les mains dans les poches de son tout petit manteau bleu marine, qui la serrait à ras le cou. C'est un manteau qu'elle devait avoir depuis des années. Elle n'avait pas eu besoin de le rallonger.
Alors j'ai fini par lui dire. Lui dire, écoute, puisque je connaissais maintenant son nom, je suis sûr que à l'usine, tu pourrais trouver une combine en mettant, alors je lui avais dit des gants. Elle avait ricané, non, les gants ça n'allait pas, elle avait essayé d'ailleurs une fois. Elle n'était pas sale. Elle avait essayé les gants et les gants étant devenus aussi dégueulasses que ses mains maintenant, transmettaient la dégueulasserie en dessous. Alors les gants zéro. Alors j'avais abordé l'autre problème, quoi, par la bande. Tu pourrais essayer le soir chez toi quand tu rentres, eh bien, moi aussi, tu sais, tu vois, regarde mes mains. Alors elle avait repéré mes pognes. Et elle m'avait avoué qu'elle était certaine que c'était pas vrai, je grattais pas à l'atelier, quoi. Je devais être dans un burlingue. Ça nous avait fait bien rigoler tous les deux. En même temps qu'elle disait ça, elle se rendait compte qu'elle disait une grosse connerie. Une connerie marrante. Je lui dis, moi, tous les soirs, quand je rentre, tu vois, voilà ce que je fais, je fous mes mains dans la bassine d'eau chaude. Je les laisse bien s'imbiber. Puis au bout de 3-4 minutes, quand ça devient rouge, je prends du savon noir et j'astique, surtout les ongles, avec une brosse. Et si je peux pas décaper tout ça, je fous des cristaux. Elle a dit qu'elle allait essayer. Elle n'a pas eu de peau, ça. Je suppose qu'il y a une sorte de réaction qui s'est mise en route. Le caoutchouc ne supportait peut-être pas les cristaux, ou ses mains ne supportaient pas le caoutchouc plus le cristaux. J'ai dit d'essayer la javel. La javel, ça lui faisait aussi très mal. Alors j'ai dit de laisser seulement ses mains trempées. Pour me faire plaisir, elle les trempait tous les soirs et je suis tout à fait convaincu qu'elle le faisait. Et le lendemain matin, je retrouvais les pognes exactement comme elle les avait la veille. Et on s'est rapprochés. On a fini par se frôler les lèvres. C'est abominable, comme avec des femmes, je peux et on peut, nous les hommes, brusquement les désirer, se mettre à les embrasser, et à aller très vite, à parcourir ça comme des bolides. À peine on a touché les lèvres que 2 secondes après, on a déjà la gueule qui est ouverte. Puis on commence à bander et les mains descendent, on passe directement au pot. Et puis très vite, on se retrouve emmanchés l'un et l'autre. Avec Nénette, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça n'est pas devenu ce que c'était avec mes poireautages dans la rue et mon siphonnage à bécoter les portes ou à foutre mon gland dans des nœuds de balustrade. C'est jamais devenu ça. C'est jamais devenu l'autre non plus. Quand on a essayé de se bécoter, ça faisait hors des semaines qu'on se connaissait, qu'on se croisait, qu'on se parlait, qu'on se touchait un peu le soir dans le train ou le matin. Ça s'est passé un soir. Dans le train, on avait légèrement frotté. Très peu, parce que je m'écartais, je voulais pas qu'elle comprenne. Et puis elle aussi, avec une infinie pudeur. Il y avait du monde autour. Elle avait pris le coup, elle mettait toujours ses mains maintenant dans ses poches. Dans le train ou dans la rue. Sa petite valise, dans le train, elle la foutait entre ses jambes. Et puis dans la rue, elle la mettait sous un bras. Alors dans le train, on avait un peu frotté, comme j'ai dit. Puis on est sorti à la gare de Saint-Cloud. C'est moi qui ai pris la direction des opérations. Au lieu de piquer directement en dessous de la gare vers l'église, il y avait là un petit raidillon et qui le soir était un véritable toboggan. Au lieu de prendre dans cette direction-là pour tourner ensuite un peu à droite et tomber dans la rue Royale, j'avais tourné un peu sur la droite. Au lieu de descendre, j'allais me mettre à monter dans Saint-Cloud. Il y avait une petite passerelle qui enjambait la voie ferrée. Alors on s'est retrouvés côte à côte. Puis alors ça, c'était le quartier des hyper-rupins. Il y a un copain qui avait essayé de nous faire gober que Charles Trenet, il habitait par là. Puis d'autres gars, des acteurs. C'était très riche. C'était riche, pour moi, tout ce qui était riche, c'était la petite maison avec devant, non pas un bout de jardin, mais un fouillis de verdure et
une grille sur laquelle rampait de la glycine ou une vigne vierge, quelquefois du lierre. Tous ceux qui pouvaient se permettre de rentrer chez eux en passant dans un petit bois particulier, personnel. Pour moi, ça, c'était les Rupins. Pas seulement parce qu'ils étaient gros ou qu'ils avaient quelquefois des bagnoles, mais le confort que je soupçonnais dans leur baraque était moins probant pour moi comme signe de richesse que la glycine qui devenait mauve, qui entêtait un peu quand on restait en dessous et qu'elle était en fleurs. Avec Nanette, on a parcouru comme ça quelques rues, sans se dire un mot. Seulement ses talons et puis les miens. Ça faisait clac-clac et floc-floc.